Eh bien salut à toi qui regarde cette vidéo, on se retrouve pour un nouvel épisode qui va être une masterclass sur les torseurs de ma série sur les compléments mathématiques. Ce que tu vas voir dans cette vidéo a été largement inspiré d'un cours du professeur El-Wardi El-Mokhtar qu'il a publié sur son site internet. On va presque suivre le schéma défini dans les premiers épisodes, à la seule différence qu'ici, on ne fera pas d'exemple d'application du cours, tout simplement parce que la vidéo va être assez longue et qu'on va juste se contenter de faire un cours mathématique environ sur les torseurs. Pour l'introduction, on peut dire que les torseurs, cette vidéo plutôt va t'amener les bases mathématiques pour comprendre l'origine des torseurs. Ça sera bien évidemment, si ça t'intéresse, à compléter par des cours d'algèbre en maths dès que tu les auras vus pour avoir la justification complète de ce modèle. On va donc voir ensemble qu'est-ce qu'un torseur, ses éléments et propriétés générales usuelles. Pour les prérequis, je ne peux que t'inviter à regarder ces 3 vidéos sur les vecteurs, le produit scalaire et le produit vectoriel qui t'aideront grandement à comprendre ce qu'on va faire dans cette vidéo. Pour les rappels de cours, on va définir dans un premier temps un champ de vecteurs. Donc là, je t'ai tracé à l'écran un champ électromagnétique avec un pôle plus et un pôle moins. Et ce que ça représente, les vecteurs, donc on avait dit, pour rappel, un sens, une direction, une norme. Et donc c'est ce qui est représenté ici à l'écran. Là, vu que c'est un champ de vecteurs, il y en a une infinité, donc on trace des équipotentiels. C'est un peu plus simple à visualiser ce qui se passe. On va voir plusieurs propriétés sur les champs de vecteurs. On va commencer avec un champ de vecteurs uniforme. Un champ de vecteurs est dit uniforme sur son domaine si jamais la valeur du vecteur ne dépend pas du point P. Ça veut dire que le vecteur au point P est égal au vecteur au point Q, quel que soit P et Q appartenant au domaine. Visuellement, ce que je te trace à l'écran là pourrait être un champ uniforme, quel que soit le point d'application. Le vecteur, donc son sens, sa direction, sa norme, est le même. Un champ de vecteurs central. Un champ de vecteurs est dit central s'il existe un point O appartenant au domaine, tel que le vecteur est égal à lambda fois OP avec P quelconque appartenant au domaine. Visuellement, par exemple, un champ de vecteurs central pourrait s'apparenter à quelque chose en coordonnées cylindriques, c'est un peu ce que tu as ici, c'est-à-dire que quel que soit le point P distant du centre de l'image, on a bien un vecteur qui, en norme, vaut la distance au point, donc le fameux lambda, et ensuite en direction et en sens, de O vers P. Un champ de vecteurs antisymétrique, un champ de vecteurs est dit antisymétrique, on appelle ça aussi un champ de moment, si jamais la relation de Varignon s'applique, quel que soit le point. Ça me permet du coup d'introduire la relation de Varignon, ou la fameuse formule de Babar. C'est pour tout champ antisymétrique M, il existe un vecteur R, tel que quel que soit A et B appartenant au domaine, on a la relation, le moment en B est égal au moment en A plus BA produit vectoriel R. Petite remarque, et un rappel du coup sur le produit vectoriel, ces deux formules, on pose souvent la question, sont absolument équivalentes. On a juste interverti BA et R, et donc par propriété du produit vectoriel, si on intervertit les deux, il faut mettre un signe moins, donc le BA se transforme en AB. On va voir maintenant un champ de vecteurs équiprojectif. Donc un champ de vecteurs est dit équiprojectif si, quels que soient deux points appartenant au domaine, le vecteur en un point projeté sur la droite PQ est égal au vecteur à l'autre point projeté sur la droite PQ. Visuellement, l'interprétation géométrique de cette formule, c'est ce que tu vois à l'écran. J'ai un vecteur RP pris au point P et un vecteur RQ pris au point Q. Si jamais on projette ces deux vecteurs sur la droite PQ, donc pour rappel, je t'invite à aller voir ma vidéo sur le produit scalaire, la distance obtenue ici est la même. Et enfin, un théorème pour conclure sur les champs de vecteurs, le théorème de Delasus. Il nous dit que tout champ de vecteurs équiprojectif est antisymétrique et réciproquement. Ça se démontre très simplement dans un sens, donc c'est le sens antisymétrique vers équiprojectif. C'est la démonstration que tu as à l'écran. Il suffit de partir de la relation de Varignon, donc vu que le champ est antisymétrique, de projeter suivant BA, et on obtient le résultat. Le sens un peu plus compliqué, c'est du sens, l'autre sens du coup de équiprojectif vers antisymétrique. On part de la définition, on introduit un moment en haut, et après simplification, et en posant une application linéaire qui associe à tout vecteur AB le vecteur MA moins MB, on obtient du coup la dernière ligne que tu vois à l'écran, et ça c'est la définition en algèbre d'une application antisymétrique, ce qui permet de conclure la démonstration et donc l'équivalence. On va maintenant passer au torseur, qui est le but de cette vidéo. Donc vu qu'on a tous les outils dont on a besoin, on peut définir maintenant un torseur. On va appeler un torseur tout champ de vecteur M, pour lequel il existe un vecteur R, tel que quel que soit P et Q, on a la relation de Varignon qui s'applique, c'est-à-dire que le moment en P est égal au moment en Q, plus PQ produit vectoriel R.
On va appeler R la résultante du torseur, et on va appeler MP le moment du torseur au point P. Et on le note tel que tu le vois en bas. Petite note très importante, vu que le moment dépend du point, il est très important de le spécifier. Là tu le vois, je le mets à gauche de l'accolade, donc il faut bien penser à le mettre à chaque fois. Les résultats que je te donne là, ils sont généraux, donc je vais prendre par exemple le cas de la SI, on va avoir des torseurs cinématiques, des torseurs statiques, etc. Les résultats que tu vois là, ils sont vrais, quel que soit le type de torseur. On va dire que la résultante R, c'est un vecteur libre, ça veut dire que c'est indépendant du point d'application. Par contre, le champ de vecteur des moments, donc le vecteur MP, c'est un vecteur lié, et ça dépend du point d'application, ici P, d'où le fait qu'il est très important de le spécifier, vu que le moment varie en fonction du point. Si jamais on note des coordonnées analytiques, donc par exemple ma résultante, je l'exprime dans une base B0 avec x, y, z, et mon moment aussi dans la base B0 avec LMN, donc des variables quelconques, on peut l'écrire en ligne de la façon suivante, donc j'ai juste remplacé la résultante et le moment par leur valeur, ou alors cette notation que tu vas peut-être voir en colonne, donc x, y, z et LMN, et donc dans ce cas-là, vu qu'on ne spécifie pas les vecteurs, il faut spécifier dans quelle base s'exprime le torseur, donc on met la base en bas à droite comme tu le vois. On appelle ça une notation vectorielle pour la partie gauche et une notation analytique pour la partie droite. De plus, les coordonnées x, y, z, LMN, c'est des coordonnées scalaires en P du torseur dans la base B0. On va maintenant voir des opérations sur les torseurs. De manière générale, les opérations sur les torseurs, elles ne peuvent être effectuées que sur des torseurs exprimés au même point et dans le même repère. On va donc considérer dans la suite deux torseurs, T1 et T2, et on va voir les propriétés qui s'appliquent dessus. L'égalité de deux torseurs, tout simplement, deux torseurs sont égaux s'ils ont les mêmes éléments de réduction en un point réciproquement. S'ils ont les mêmes éléments de réduction en un point, ils sont égaux. Donc si jamais R1 est égal à R2 et que M1P est égal à M2P, alors le torseur 1 est égal au torseur 2 et réciproquement. La somme de deux torseurs, c'est défini comme la somme des composantes, donc ça veut dire que la somme de T1 et T2, c'est égal à, pour la résultante R1 plus R2, et pour le moment, M1P plus M2P. La somme des deux torseurs, pour donner un peu de vocabulaire mathématique, est associative et commutative. Le commandement de deux torseurs, définition assez importante, c'est le commandement ou produit de deux torseurs, c'est un scalaire, donc un nombre, défini par... Donc la notation, c'est ce petit rond avec une croix, donc on appelle le commandement de T1 par T2, T1P, le rond croix T2P, et donc c'est égal à l'opération où on fait le produit scalaire R1 avec M2 plus le produit scalaire M1 avec R2. Donc ça nous donne ce qu'on a écrit juste ici. Le commandement de deux torseurs, très important, il est indépendant de son point d'application, ça veut dire que c'est un invariant, il ne dépend pas du point d'application. Et ça se démontre assez facilement en appliquant la formule juste au-dessus, et puis ensuite tu appliques la formule de Varignon pour faire varier les moments, par exemple sur un point Q quelconque, différent de P, et tu vois qu'on obtient le même résultat. Multiplication par un scalaire enfin, on peut multiplier un torseur par un scalaire, et le résultat va donc être le torseur où la résultante c'est lambda fois R1, si lambda est le scalaire, et le moment, lambda fois le moment, si jamais lambda bien évidemment est toujours le scalaire. Donc la multiplication d'un torseur par un scalaire, elle est associative et distributive. On va maintenant parler d'axe central d'un torseur. Alors je ne vais pas définir toutes les équations algébriques pour donner l'équation de l'axe du torseur. Par contre, je te les mettrai en annexe à la fin de cette vidéo, parce que je ne sais pas si elles sont au programme, donc je veux néanmoins en parler, vu qu'on fait un cours complet sur les torseurs, mais je te donnerai pas toutes les équations qu'on peut déduire de l'axe d'un torseur. Donc on va définir l'axe central delta d'un torseur, de résultante non nulle, et c'est important, ça va être l'ensemble des points P de l'espace où le moment MP va être collinaire à la résultante. Donc ça s'écrit MP est égal à lambda R avec lambda un scalaire, et ce scalaire y porte un nom, on l'appelle le pas du torseur. Petite remarque, tu t'en doutes du coup, vu qu'on a la relation MP est égal à lambda R, ça veut dire que l'axe central est toujours une droite parallèle à R, et le pas du torseur lambda, il est un invariant du point P, P qui appartient à delta. On peut définir du coup le moment central, vu qu'on a dit que c'était invariant du point P. Donc le moment en un point de l'axe central s'appelle le moment central, il est constant quel que soit P appartenant à l'axe, et de valeur en norme qui est minimale. Et donc son expression analytique, on peut démontrer qu'elle est égale à ce que tu vois à l'écran. On va définir maintenant quelques torseurs particuliers. On a dans un premier temps le glisseur. Donc on appelle un glisseur noté G, tout torseur T de résultante R non nulle, et dont le moment en un point P est nul. Donc ça se représente mathématiquement comme ce que tu vois à l'écran.
Et on peut appeler la droite delta de point P portée par R l'axe du glisseur ou alors l'axe central du glisseur. Ça veut dire que le moment du torseur sur cette droite, il prend des valeurs nulles. Le torseur couple, on appelle torseur couple C un torseur T si et seulement si la résultante R est nulle et dont le moment d'un point P est non nul. Donc ça coule directement de la définition de l'axe central, mais vu que la résultante est nulle, un couple n'admet pas d'axe central, et le champ antisymétrique du torseur couple est un champ uniforme, vu que le moment est égal, quel que soit le point du domaine. On va maintenant voir ensemble le torseur nul. Un torseur est dit nul si jamais sa résultante et son moment sont nuls, quel que soit le point d'application. On le note 1,0 entre crochets, c'est ce que tu utilises par exemple lors de l'application du principe fondamental de la statique. On va maintenant voir visuellement ce que représente l'interprétation géométrique des torseurs et surtout d'où vient l'origine du mot torseur. Donc je prends un torseur quelconque à un point A et mettons qu'à ce point A il possède un moment que je note du coup moment A et sa résultante que je trace à l'écran. Donc c'est ce que tu vois ici. Je trace une droite passant par le point A et portée par la résultante, et je prends un point quelconque, là tu vois je l'ai appelé B, je peux donc retracer la résultante qui est un invariant donc qui ne varie pas, et le moment B qui sera égal au moment A, pourquoi ? Grâce à la formule de Varignon. Je sais que le moment B c'est le moment A plus BA vectoriel la résultante, or vu que BA et la résultante dans ce cas de figure sont collinéaires, alors le moment B vaut directement le moment A. Ça me permet de te donner tout de suite une propriété, c'est que les vecteurs moments d'un torseur sont égaux en tout point d'une droite parallèle à l'axe central. Pour rappel, l'axe central est porté par la résultante, donc toute droite portée par un vecteur semblable à le vecteur résultant, les vecteurs moments d'un torseur seront égaux. Parlant de l'axe central, je t'avais dit qu'on a des outils mathématiques pour le calculer et le tracer, donc c'est ce que je fais à l'écran, et ces outils te sont donnés en annexe à la fin de la vidéo. Et je place du coup, mettons le point H. À partir du point H, je peux tracer toujours la résultante qui est un invariant, et on peut calculer surtout le moment central, que j'ai appelé du coup MH, qui est le moment de norme minimale. À partir du point H et du point B, tu vois que j'ai tracé plusieurs points d'application, tels qu'on ait des angles droits un peu partout, et je vais justifier ça notamment avec la relation de Varignon. Pourquoi ? Si jamais on s'intéresse au moment en B, on sait que son expression, par exemple partant du moment H que tu vois juste ici, on sait du coup que le moment B est égal au moment H, donc c'est la partie que tu vois juste là, le vecteur vertical, plus BH vectoriel la résultante, c'est la partie que tu vois là. Ce qui veut dire que pour tout point B appartenant à la droite BH, on aura toujours cette distance BH vectoriel R, tu vois, qui va rétrécir jusqu'à être nulle au point H, et enfin, cette distance MH qui, elle, est constante jusqu'à atteindre l'axe central. Ce qui veut dire que si jamais on prend un point B, enfin un deuxième point B, et qu'on le fait varier le long de la droite, on va pouvoir tracer à chaque fois le moment. Donc là, pour le point B1, je l'ai appelé le moment MB1, et on voit qu'il va se tordre jusqu'à se ramener au moment central noté MH. Donc là, je te l'ai tracé pour un point B1. Pour un point B2, tu commences à voir l'idée, et donc on se ramène du coup au moment central où il est minimum, en norme. Une deuxième propriété, on sait du coup que la norme du vecteur va dépendre un peu de sa distance par rapport à l'axe central, et donc du coup au moment central. Ça veut dire que si jamais on trace un cercle dont le centre est l'axe central, et passant par un point quelconque, ici tu vois c'est le point B2, ça veut dire que n'importe quel moment dont le point d'application est sur ce cercle sera en norme égale à par exemple MB2. Donc c'est ce que j'ai essayé de tracer ici. Alors le graphique commence à être un tout petit peu surchargé, mais si jamais je place un point C2 appartenant au cercle, alors ça veut dire qu'en norme, MC2 est égal à MB2. Pourquoi on appelle ça l'axe central ? On appelle ça un torseur ? Si jamais tu prends un observateur, c'est ma petite patate que j'ai dessinée ici, qui regarde dans la direction de BH, donc dans la direction de la flèche, et ce que lui il voit, c'est que les moments, en fait, l'angle que forme le moment avec la résultante va se rapprocher de 0 jusqu'à être égal à 0 le long de l'axe central. Lui, ce qu'il voit, en fait, c'est une torsion, d'où le nom de torseur, et le modèle mathématique et le nom étaient donnés par Varignon. C'était tout pour cet épisode. J'espère que tu as compris
cette masterclass sur les torseurs. Si jamais tu as des questions ou des interrogations, n'hésite pas à m'en faire part dans les commentaires. Et juste avant qu'on se quitte, je te laisse du coup avec l'annexe où tu as un peu de vocabulaire et tous les outils mathématiques que j'ai utilisés pour tracer la dernière figure, mais dont je ne voulais pas parler lors de cette vidéo.